Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Un nouveau numéro consacré cette semaine à l'actualité internationale. Nous reviendrons bien sûr sur le voyage en Chine d'Emmanuel Macron et d'Ursula von der Leyen, un voyage marqué par le rôle diplomatique de la Chine sur la question ukrainienne. Et puis nous reviendrons également sur ce conflit pour savoir où il en est, notamment autour des combats sur Bakhmout. Et nous parlerons aussi des soutiens de Volodymyr Zelensky. On évoquera également le rôle des États-Unis et des BRICS. Un gros programme, vous l'avez compris, mais avant toute chose, vous le savez, n'oubliez pas de commenter, de partager et bien sûr de cliquer sur le pouce en l'air pour booster l'algorithme de YouTube. A tout de suite. Et à mes côtés aujourd'hui, Caroline Calacteros. Bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques, géopolitologue, présidente du think tank Géopragma. Vous avez également écrit de nombreux ouvrages. On vous a d'ailleurs reçu. Pas assez. Mais vous avez encore le temps d'en faire plein et on vous recevra. Je citerai le dernier parce qu'il est toujours tellement d'actualité. Vers un nouveau Yalta. Il était publié chez les éditions Sigest. Alors, Caroline Calacteros, Emmanuel Macron était en visite à Pékin cette semaine. Quels étaient, si on veut le bien de la France, les objectifs de cette visite? Ça, c'est une question compliquée en fait. Parce que si on veut le bien de la France, de mon point de vue, il eût fallu qu'Emmanuel Macron déjà simplement se rende seul en Chine. Voilà, déjà. Je ne vois pas très bien ce que vient faire von der Leyen là-dedans. Je ne vois pas pourquoi la France a besoin, là encore, d'expliquer que quand elle se déplace, c'est l'Europe qui se déplace ou que la France sans l'Europe n'est rien. Je trouve ça extrêmement regrettable. Les Allemands ne l'ont pas fait, les Espagnols ne l'ont pas fait. Je ne vois pas pourquoi on le fait. Et alors justement, voilà. Vous faites bien de le souligner parce que Emmanuel Macron a insisté lui-même. Et si vous voulez bien, on va faire une pause pour l'écouter. Je sais. Et de l'importante visite aussi et échange en trilatéral que nous aurons dans un instant avec la présidente de la Commission européenne, von der Leyen, faisant suite d'ailleurs à un format que nous avions inauguré ensemble lors de votre visite d'État en France il y a quelques années, où le président Juncker s'était joint à nous avec à l'époque aussi la chancelière Merkel. Donc on voit qu'il est très fier de lui avec son format trilatéral, comme il dit. Mais oui, mais je pense que c'est dans la droite ligne d'un effacement consenti, progressif, méthodique, de nos intérêts propres, de notre singularité. Ça se voit sur tellement de sujets, pas seulement sur une visite comme celle-ci, mais ça se voit bien sûr sur l'Ukraine, sur les occasions manquées, sur le rôle refusé auquel on décide qu'on ne veut pas prendre. Donc les objectifs en Chine, bon, j'ai vu hier que sur les médias on dit que c'est très bien pour le business. Bon, bah ça c'est super, mais enfin c'est quand même un peu la base. Quand on se déplace avec des grands chefs d'entreprise, des délégations d'hommes d'affaires, etc. Donc ça c'est très bien. Maintenant, la place de la France ou le rôle que peut jouer la France dans quand même ce qui se passe en ce moment en Europe, je le vois mal. On peut imaginer, bien sûr, que pour faire plaisir aux Français, les Américains leur demandent d'être un peu les petits télégraphistes de certaines volontés totalement extravagantes et fantaisistes, de faire en sorte que la Chine, soi-disant, enfin c'est complètement délirant, que la Chine, soi-disant, se désolidarise de la Russie ou fasse pression sur elle, ou lui explique qu'elle doit venir à récipicence. Enfin, tout ça, pour moi, est de l'ordre du fantasme. Mais est-ce que c'est pas un peu un spectacle? Mais c'est un spectacle où à la fin, ce sont les acteurs soi-disant en première ligne qui vont tous mourir. Hein. Je veux dire, c'est complètement ridicule. Parce que finalement, si on regarde le conflit ukrainien, on a quand même le sentiment qu'aujourd'hui, rares sont les personnes qui ont œuvré véritablement pour la paix. Mais il n'y en a pas. Dans ce cadre, on se demande si véritablement il y a une intention de paix quand on demande à la Chine d'œuvrer pour faire entendre raison à Vladimir Poutine. Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle la paix. C'est-à-dire qu'ils reviennent dans qu'il oublie tout ce qu'il a conquis depuis 14 mois, qu'il oublie ces dizaines de milliers de morts, qu'il oublie, et puis qu'ils reviennent. Et en même temps, on dit que le plan de paix chinois, qui était un plan important, qui portait sur, en fait, des principes
des principes permettant une négociation sérieuse, plus que sur la négociation elle-même, des prérequis. Les Américains ont dit qu'en gros, ça n'avait pas d'intérêt, pas de valeur, pas de ci, pas de ça, parce que, si vous voulez, ils jouent sur tous les tableaux. D'un côté, ils disent à la Chine, non mais votre plan, aucun intérêt, vous êtes de parti pris. Et puis après, ils expliquent, ah ben non, mais si Macron pouvait en profiter pour venir expliquer aux Chinois qu'il est de leur intérêt, d'enfoncer un coin entre eux et les Russes. Enfin, tout ça, pour moi, ça révèle surtout une totale déconnexion du réel et une totale incompréhension de la gravité de ce qui est en train de se passer. Sur la scène mondiale, bon, ce qu'on appelle la bascule, ça y est, maintenant c'est rentré dans les termes, tout le monde s'en rend compte, bon, ça y est, enfin. Mais c'est déjà trop tard. Hein. Oui. Après avoir tout fait pour dégager la Russie de l'Europe, dégager la Russie de toute appartenance occidentale, lui expliquer qu'elle n'a rien à faire là, l'avoir poussé dans les bras de la Chine, maintenant on dit « Oh, mais c'est horrible, nous, Américains et nous, Européens, nous prenons conscience que la Chine et la Russie sont en train de se liguer pour former ce pôle autour duquel s'agrègent tous les autres. » Ah bah ouais, mais c'est quand même pas un scoop, quoi. Ça fait des années que c'est en cours, et nous n'y sommes pas pour rien. En fait, à vrai dire, il n'y avait que Donald Trump qui avait compris la chose, quoi. Alors on y reviendra un petit peu plus tard. Je vous propose justement, parce que vous avez évoqué les propos, j'allais dire presque les croyances d'Emmanuel Macron. Oui, c'est de l'ordre. Je vous propose d'écouter quelques-unes de ses interventions lorsqu'il était à Pékin. Parler de ce partenariat stratégique bénéfique entre nos deux pays, c'est évidemment parler de la paix et de la stabilité dans le monde. Nous y sommes attachés. Je vous sais attaché ô combien à la fois au respect de la Charte des Nations Unies, au strict respect des textes en vigueur en matière de nucléaire, et donc à tout ce qui permet la paix et la stabilité sur la planète. Et à ce titre, l'agression russe en Ukraine a porté un coup à cette stabilité, elle a mis fin à des décennies de paix en Europe, et je sais pouvoir compter sur vous, au titre d'ailleurs des deux principes que je viens d'évoquer, pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations. La guerre menée par la Russie en Ukraine a profondément atteint l'ordre international que nous connaissons depuis 1945. Et cette guerre, à plusieurs reprises j'ai qualifié d'impérialiste, de coloniale, est venue en effet fouler aux pieds nombre des principes de la Charte des Nations Unies que deux membres permanents du Conseil de sécurité que nous sommes doivent résolument défendre. Alors, la Chine, précisément forte de sa relation étroite avec la Russie, encore réaffirmée ces derniers jours, peut jouer un rôle majeur. Je vous ai vu agacé en entendant Emmanuel Macron. Non, mais enfin, tout est faux là-dedans. Enfin, pour moi, je suis désolée, hein, je devrais peut-être pas le dire, mais enfin, tout est à côté de la plaque. L'agression russe. Alors d'abord, je crois que c'est le numéro 2 du ministère des Affaires étrangères chinois ou même le porte-parole, je ne sais plus, qui vient de dire quand même que les États-Unis étaient responsables de ce qui s'était passé en Ukraine. Voilà. Donc là, je pense qu'il faudrait peut-être donner au président Macron quand même quelques éléments les prises de position de ces contreparties chinoises. Deuxièmement, l'ordre international, non. La Russie a mis un coup d'arrêt au désordre international. Et effectivement, au fait que depuis longtemps déjà, maintenant, depuis 30 ans en fait, c'est un ordre qui n'est plus du tout fondé sur la Charte des Nations Unies qui est en cours. Et nous en sommes quand même les principaux responsables. Je ne parle même pas de la Yougoslavie en 99. On peut penser à l'Irak, on peut penser... Alors la Libye, c'est encore... Mais on a très largement outrepassé le mandat onusien. La Syrie, n'en parlons pas. Enfin, je veux dire, l'Occident passe sa vie à intervenir en contravention totale de la Charte des Nations Unies, en autosaisine, sans mandat, au gré de ses desiderata propres. Et on vient expliquer aux Chinois que tout de même, ce serait bien qu'ils expliquent aux Russes que c'est eux qui sont en contravention d'à peu près tout et que le désordre international est de leur fait. Mais c'est exactement l'inverse. Je pense que ce qui s'est passé
là, en Ukraine, même si l'invasion n'aurait pas dû avoir lieu. Bien sûr, il y a une entrée sur un territoire étranger et dit souverain, sauf que les républiques avaient été reconnues, même formellement, quelques jours avant, et que c'est une longue histoire. Mais au-delà de ça, c'est en fait à partir de là, à partir de maintenant, qu'on peut soit continuer la fuite en avant, et ça va aller très très loin, soit revenir à des principes. Et c'est ce que les Chinois ont proposé dans leur plan en 12 points. Revenir à des principes qui sont en fait ceux de la Charte des Nations Unies. Mais l'extraterritorialité du droit américain, pourquoi est-ce qu'on est dans la dédollarisation de l'économie et qu'elle arrive de plus en plus? Mais parce qu'en fait, c'est une réaction Bien sûr. à ce que les Américains appellent l'ordre mondial fondé sur des règles. C'est plus des lois, c'est plus une charte. C'est des règles. Mais qui édicte les règles? C'est eux. Donc, l'extraterritorialité est devenue tellement forte et tellement contraignante pour tout un tas d'États et tellement asphyxiante qu'on a cette bascule du monde, qu'on a cette nécessité pour tout un tas de pays de reprendre de l'air, de reprendre de l'autonomie et donc de trouver des moyens financiers et monétaires qui leur permettent d'échapper à, en fait, ce qui est l'inverse de la Charte des Nations Unies ou de ce qu'on peut... Donc, on est, si vous voulez, on est dans un discours qui est pour moi un discours fantasmé, un discours qui démontre qu'on vit dans une réalité alternative. On a le sentiment ces derniers jours, ces dernières semaines même, que l'OTAN intervient moins, médiatiquement parlant, j'entends, les États-Unis aussi, sur toute cette question du conflit ukrainien. Est-ce qu'il faut y voir un sens, une tendance ? L'OTAN, elle est mise de toute façon de fait face aux limites de ses possibilités. On le voit dans les fournitures d'armement, on le voit dans la manière dont et donc certains pays européens, via l'OTAN, sont assez opposés à la manière dont les Ukrainiens utilisent les fournitures en train d'arriver, puisqu'en fait l'OTAN, là, elle va jouer par proxy, bien sûr, toujours aux frais humains des Ukrainiens, elle va jouer un peu son va-tout, c'est-à-dire il y a l'histoire de ce qu'on appelle ce qu'on attend comme le Messie, si j'ose dire, côté occidental, c'est-à-dire la contre-offensive ukrainienne qui prouverait enfin que l'Ukraine a quelque chose finalement à négocier. A quelque chose à négocier dans ce qui va à un moment donné être les bases d'une cessation des hostilités. Or, pour l'instant, l'Ukraine est très, 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 très mal en point. Donc, tout est fait pour la mettre en situation de pouvoir. Alors, la question, c'est où va-t-elle faire porter son effort? Est-ce que c'est dans la région des Zaporogie? Est-ce que c'est plus au sud? Est-ce que ça va être des attaques contre la Crimée, ce qui, moi, me semblerait totalement délirant et totalement fou? Est-ce que ça va être Odessa? Est-ce que ça... Bon, il y a un certain nombre d'hypothèses. Mais je pense qu'on est en train de fourbir ce qui nous reste d'armes et de stocks. Mais quand on comprend la disproportion entre les munitions, par exemple, pour ne parler que de ça, mais c'est la même chose pour les chars, c'est la même chose pour tout, du côté russe et du côté occidentalo-ukrainien, on va dire, on est très très inquiet. Hein, parce que c'est toujours de 1 à 8. Voilà. C'est comme les pertes. C'est comme les pertes, les morts et les blessés. Mais pourtant, c'est de 1 à 8. Je ne remets pas en cause ce que vous me dites, mais pour autant, c'est à peu près l'inverse qu'on entend dans les médias. Mais bien sûr, parce qu'on ne veut pas parler du réel. Parce que si on parle du réel, on est obligé de se rendre compte qu'on est allé trop loin. Qu'on n'aurait jamais dû faire en sorte de tout faire pour que la Russie intervienne, etc. Elle est intervenue et maintenant, après une phase un peu compliquée les 2-3 premiers mois, elle est en train d'acquérir un rythme qui va lui permettre de tenir lourdement et longtemps. Comme en témoigne d'ailleurs le siège de Bakhmout qui dure depuis... longtemps. Donc là, là, si vous voulez, si on parle ne serait-ce que des morts, bon, en ce moment, en Ukraine... et dans la région de Bakhmout notamment, c'est entre 300 et 500 morts et blessés ukrainiens par jour. Côté russe, je ne parle pas de Wagner, côté force russe, c'est entre 50 et 100.
Oui. Donc, vous voyez, Après, les troupes russes sont peu engagées. Elles ont beaucoup laissé Wagner travailler. Exactement, mais c'est pas pour rien. Ils l'ont fait on purpose, ils l'ont fait sciemment. Si vous regardez les obus, là, les Russes ont beaucoup diminué leur rythme, beaucoup, parce qu'ils sont arrivés, j'allais dire, je pense, aux limites de production industrielle pour l'instant, en tout cas. Et donc, ils se mettent... Mais enfin, c'est quand même de 1 à 10, toujours. Et Vladimir Poutine a annoncé un gros plan de fabrication de munitions pour les années à venir. Mais même là, en ce moment, avant c'était, je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne les ai plus là, je ne les ai pas notés, mais je les ai, de ces chiffres. Mais on est toujours, on est toujours dans un rapport, oui, de 1 à 8, 1 à 10 de munitions. Donc comment voulez-vous qu'ils y arrivent ? Alors justement, on a aussi eu cette valse des munitions occidentales, otaniennes, pour l'Ukraine. Au final, on se rend compte qu'entre les promesses et la réalité, c'est très différent. On se rend compte que sur le terrain, sur le plan logistique, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on voit que Bakhmout, par exemple, est quasiment prise en tenaille. Oui. Donc pour acheminer les armes sur le plan concret, exactement, c'est très compliqué. C'est très compliqué aussi. La logistique est le nerf de la guerre. Et le nerf de la guerre, oui, tout autant que l'argent. Enfin, bien sûr, il faut de l'argent pour avoir des armements et pour entretenir des troupes. Mais la logistique est évidemment fondamentale. Et là, c'est les limites. C'est les limites, c'est qu'il faut qu'en fait, et notamment les chars et les choses comme ça, sont pour l'instant essentiellement en Pologne. Enfin, tout ça arrive au compte-gouttes parce que derrière, il y a des exigences de maintenance, des exigences de maintenance qui nécessitent des troupes, qui nécessitent des gens et qui donc sont des vulnérabilités. Autant de vulnérabilité. De fait. Voilà. Donc même en dehors des grands équilibres numéraires, si vous voulez, de troupes et d'armement, il y a aussi ce décalage. Et c'est Obama qui l'avait très bien dit. La Russie a la dominance en matière d'escalade, parce que c'est à ses frontières, parce qu'elle est là, parce qu'elle est sur le terrain, elle est juste pour cause derrière, et que donc ça peut durer, ça peut continuer, c'est vital pour elle. C'est absolument vital. On l'a attaquée sur son point vital, et elle se défendra sur ce point. Est-ce que c'est pas ça qui justifie justement de voir tout le temps ressasser cette question du nucléaire ? En permanence, on agite la menace du nucléaire, que la Russie va lancer une bombe atomique, comme les Américains sur Hiroshima. Alors là, récemment, les Russes ont fait quelque chose, à mon avis, très utile. Après une montée en puissance de leurs troupes en Biélorussie, ils ont donc déclaré qu'ils allaient ils sont en train de finir de construire pour les hangars, pour entreposer des armes nucléaires. Bon, ce qui est une manière de sanctuariser le territoire biélorusse et d'empêcher une déstabilisation de ce côté-là du front. Nous, et notamment les Britanniques, mais pas seulement, nous avons annoncé que nous envoyons des munitions perforantes à uranium appauvri, ce qu'on avait déjà fait contre la Serbie en 1999. Les Challenger 2. Voilà. C'est très grave. Donc, ça n'est pas du même ordre. Je ne suis pas en train c'est pas des armes nucléaires, les munitions à uranium appauvri. Bien sûr. En revanche, ce sont des armes d'une cruauté terrible. C'est-à-dire qu'elles rendent les territoires sur lesquels elles sont lancées plein de futurs cancéreux, de bébés difformes. Et on va faire ça sans problème, on n'a aucun problème moral pour expliquer qu'on va se servir de ces munitions dans le Donbass, pour taper le Donbass. Et pour moi, à ce moment-là, on va dire que je fais du mauvais esprit, mais enfin, il est évident que le Donbass est perdu, pour moi. Les Anglais le savent. Donc qu'il n'en reste rien, alors. Exactement. Il sera empoisonné. Voilà, on va l'empoisonner. On ne peut pas le récupérer, les Ukrainiens ne le récupéreront pas, mais... ça va. Mais les Russes non plus, quoi. Ça va leur coûter. Voilà. Oui, et puis ça va pour les populations du Donbass russophones. Mais c'est terrible. C'est terrible. Sachant que des bien années, sûr, l'armée des décennies ukrainienne derrière. a continué à bombarder d'ailleurs depuis 2014. Continue. Oui.
On va revenir un petit peu à cette visite d'Emmanuel Macron en Chine. Donc, comme on l'a dit, hein, il comptait beaucoup sur Xi Jinping pour rétablir des liens avec Vladimir Poutine. Je vous propose d'écouter Xi Jinping, cette fois, qui expose sa vision internationale. On l'écoute tout de suite. Nous soutenir mutuellement et contribuer au perfectionnement de la gouvernance mondiale. Nous devons continuer de soutenir la multipolarisation du monde et la démocratisation des relations internationales, rejeter la logique de la guerre froide et la confrontation des blocs et relever ensemble les divers défis planétaires. La Chine considère toujours l'Europe comme un pôle indépendant dans un monde multipolaire et soutient ses efforts pour réaliser son autonomie stratégique. Les relations sino-européennes ne visent aucune tierce partie, ne dépendent d'aucune tierce partie, ni ne se soumettent à aucune tierce partie. Nous sommes sûrs que la partie européenne développera ses relations avec la Chine en toute indépendance. Alors c'est un extrait qui, à mon sens, est très intéressant. D'abord parce qu'il vient bousculer un ordre mondial qui était un peu plus dicté par l'Occident jusque-là, notamment sur une forme de bipolarisation, pour ne pas dire d'une simple hégémonie américaine d'ailleurs. Et puis c'est amusant de l'entendre expliquer qu'il n'y a pas d'intermédiaires qui doivent se situer entre la Chine et l'Union européenne dans les relations bilatérales, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que c'est le président chinois qui explique à Emmanuel Macron ce qu'il devrait faire, en gros. Hein. C'est donc l'inverse est totalement hors de propos. De toute façon, la récente visite de Xi Jinping en Russie a été très claire. Ils ont dit, nous sommes les deux puissances. Non seulement nous allons nous rapprocher considérablement, mais nous sommes les deux puissances qui sont les bâtisseurs et les garants de ce nouvel ordre multipolaire international. Donc, c'est clair. Là, il explique à Macron, bon, bah, soyez un peu plus indépendants. Donc, c'est extraordinaire parce que c'est très hypocrite. Tout le monde sait que l'Europe est totalement vassalisée. Tout le monde le sait. Mais il lui explique, mais enfin, essayez de faire quelque chose. Essayez de faire quelque chose tout seul, là. Vous êtes entre les Américains et nous. Profitez-en, faites quelque chose. Donc, il l'engage à l'autonomie ou à l'indépendance, même à l'échelle européenne. Je ne parle même pas de la France. Donc c'est très subtil, voilà, c'est très habile. On a le sentiment que la Chine, que c'est l'année de la Chine, parce qu'on a vu il y a très peu de temps un rapprochement historique entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, scellé par le président chinois. On se dit finalement quel talent que l'Europe n'a plus. Et tout particulièrement la France. L'Europe. Non, mais la France ne veut plus jouer les médiateurs. Elle aurait pu le faire sur ce conflit. Enfin, les dirigeants français, en tout cas. Les dirigeants français, oui. Les dirigeants français actuels, mais ça fait déjà un petit moment quand même, quand on entend François Hollande expliquer à quoi a servi Minsk, si vous voulez, c'est quand même très très inquiétant sur le poids de la signature française. C'est ça. Bon. En revanche, la Chine, oui, bien sûr, est en train de prendre la place des États-Unis. C'est-à-dire, elle veut être, elle aussi, un honest broker, mais plus que ça. Dans toute l'autre partie du monde. Donc là, oui, c'est le deal, enfin c'est le rapprochement Iran-Arabie Saoudite, mais il faut savoir que ça n'a pas commencé là. Ça a commencé il y a plus de 2 ans. Et ça a commencé à l'initiative des Irakiens. Donc c'est la fin d'un processus de pourparlers, de rounds différents, etc., etc. Donc les Chinois récupèrent la chose parce qu'il y a des enjeux économiques, énergétiques importants, parce que les Saoudiens ont compris maintenant qu'ils devaient eux aussi commencer d'abord à échapper à l'instabilité, d'abord sortir de la guerre du Yémen qui ne leur rapporte rien, leur coûte cher et les empêche de se stabiliser économiquement. Sur le plan des droits de l'homme, en revanche, la communauté internationale, les embête pas trop. Hein. Mais non, mais ça, c'est le deux poids, deux mesures perpétuel. Nous avons un problème avec les Ouïghours, mais en revanche, les exécutions saoudiennes, ça
pose pas vraiment de problème. Enfin, ça, c'est, si vous voulez, ça, de toute manière, ça n'est pas comme ça qu'on peut faire de la véritable diplomatie. Les Saoudiens ont des objectifs, ils ont compris que l'instabilité régionale les desservait désormais, que l'Amérique ne les protégeait plus, et qu'il faut donc revoir tout ça. Ils savent qu'ils sont de très bons et utiles fournisseurs pour la Chine. Ils ont compris cette bascule du monde, ils ont vraiment compris, je pense. Donc ils sont comme beaucoup de pays, notamment en Afrique, mais aussi dans le Golfe. Hein. Ça va être la même chose avec les Émirats, ça va être la même chose même avec le Qatar. Ils ont compris qu'ils doivent trouver une légitimité propre, régionale, et pour ça, ils font le pas de côté que nous, on devrait savoir faire, si vous voulez. Voilà. Et les États-Unis, comment ont-ils vu ce rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran ? Je pense qu'ils ne sont pas contents. Je pense qu'ils ne sont pas du tout contents. Alors, ce qui est extraordinaire, j'invite vos auditeurs, moi je suis tombée dessus ce matin, à l'aube, à écouter une interview de Donald Trump, bon, qui est en fâcheuse posture interne, bien sûr, aux États-Unis. Enfin, il a l'art de transformer les fâcheuses postures en atouts, donc la messe n'est pas dite dans ce domaine. En tout cas, il s'est laissé aller à un discours qui est une dénonciation en règle de l'État profond américain, des néoconservateurs américains, de leur obsession anti-russe. Il a expliqué que la véritable menace, elle était en Amérique elle-même et elle était à l'intérieur du système américain et que ce n'était pas du tout la Russie. Il n'a même pas parlé de la Chine. Enfin, c'est très courageux, c'est très... Bon, c'est à la Trump, hein, donc ça ne s'embarrasse pas de nuances, évidemment. Mais c'est très intéressant de voir que les États-Unis commencent aussi à potentiellement pouvoir être un peu déstabilisés par leurs propres agissements, si vous voulez, sur la scène internationale. Et je pense que sur l'Ukraine, si l'Occident était intelligent et si la puissance tête de pont de l'Occident, donc l'Amérique, était intelligente, elle chercherait la paix à tout prix vite. Voilà, vite. Et à ne pas perdre la face, et je pense que ce serait encore possible. Tout est toujours possible. Mais si on continue comme ça, les Russes d'ailleurs viennent de dire qu'ils ne voyaient pas l'intérêt d'une médiation chinoise. Ils l'ont dit ça aussi. Aujourd'hui, là, ou hier, je ne sais plus. Donc, vous avez évoqué tout à l'heure la question de cette dédollarisation qui commençait à s'accélérer, on va dire. Alors vous avez évoqué, à raison d'ailleurs, l'extraterritorialité du droit. Alors pour revenir là-dessus, pour que tout le monde comprenne bien, c'est qu'à partir du moment où on utilise une boîte mail, Gmail par exemple, dans une transaction commerciale, on peut être attaqué par le droit américain. Et de fait, si on utilise le dollar, on peut aussi être attaqué par le droit américain. Donc c'est pour cette raison en partie que les partenaires commerciaux tentent de plus en plus à trouver des alternatives au dollar. Ce qu'on peut constater, c'est que finalement, les sanctions contre la Russie, contre l'énergie russe, eh bien tout cela a contribué à pousser tous les pays aussi à se tourner vers des monnaies alternatives. Et on voit que maintenant, il y a beaucoup d'échanges en roubles ou en yuan entre la Russie et la Chine qui ne posent aucun problème. Et là encore, les Américains, finalement, se sont tirés une balle dans le pied, quelque part. Tout à fait. Ah, mais moi, je suis convaincue que, en fait, quand on prétend avoir un ordre international assis sur des règles, mais qu'on s'arroge le rôle exclusif de celui qui définit ces règles-là, qu'on se sert de la domination évidente depuis fort longtemps du dollar dans les échanges internationaux, donc monnaie de réserve, monnaie d'échange, monnaie de tout, pour précisément commencer à édicter, à mettre en œuvre des politiques de pression et de destruction et de déstabilisation sur tout un tas d'États. C'est le cas de la Russie, mais c'est le cas de l'Iran. C'est la même chose, c'est le cas de plein de pays auxquels on dit d'un seul coup « Ah, attention, hein, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, si vous ne changez pas ce gouvernant, si vous ne déposez pas ce type qui ne nous plaît pas, si vous ne nous faites pas tel ou tel marché à nos conditions, etc., on va commencer à s'intéresser au titre, puisque vous travaillez en dollars avec nous depuis toujours, et c'est le cas de presque le monde entier.
on va se servir de cela pour vous dézinguer, en gros. Mais est-ce que c'est pas ce qu'ils ont un peu toujours fait? C'est-à-dire, quand on pense à la suspension d'une partie des accords de Bretton Woods avec la convertibilité du dollar en or, c'est pareil, c'était du jour au lendemain, et tant pis pour ceux qui ne l'avaient pas prévu. C'est ça, le dollar est notre monnaie, votre problème. C'est ça. Oui, c'est ça, absolument. Mais aujourd'hui, il y a une alternative viable. Alors, elle commence, ça n'est pas, le yuan n'est pas encore comparable, bien sûr, au dollar dans l'usage qui en est fait dans le monde. Mais on voit bien qu'il y a une bascule, mais c'est une bascule. Je pense que le ressentiment est très profond et le sentiment d'iniquité et de frustration, c'est insupportable pour tous ces grands pays. C'est juste insupportable. Il y a un moment où vous dites... C'est comme SWIFT, si vous voulez. Bien sûr. Voilà. On a interdit SWIFT. Maintenant, vous savez ce qui se passe. En Russie, les Russes interdisent aux banques russes d'utiliser SWIFT. Logique. Voilà. Donc, il commence à y avoir des boomerangs. Et moi, je sens très fort depuis 3-4 mois... en tout cas, certainement depuis le discours du président Poutine de fin janvier, l'adresse à la nation, je ne sais plus comment il l'a appelé, je sens qu'il y a une volonté maintenant de dire ça suffit, en fait. Oui, voilà. Vous faites ça, ben nous on fait la même chose. Vous faites ci, ben nous aussi. Donc il y a une espèce maintenant de symétrie de réponse. Oui, de symétrie des réponses. On n'est plus dans la justification, expliquer pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait ça. Vous avez vu que notre chargé d'affaires à Moscou a été rappelé à l'ordre récemment, enfin il y a 3 jours, sur le thème « Arrêtez de dire que la Russie est responsable de Boutcha » parce que c'est faux. Voilà, c'est faux. Donc arrêtez de nous accuser de ci, de ça, les enquêtes n'ont pas montré ça. Enfin bref, ils sont, si vous voulez, maintenant les Russes répondent coup par coup, coup par coup. Mais pas seulement que les Russes, parce qu'on a vu il y a quelques temps, Joe Biden a lancé son IRA, l'Inflation Reduction Act, et ça a des conséquences très lourdes pour l'économie européenne, mais aussi chinoise, puisqu'ils produisent beaucoup d'automobiles. Et aussi des électriques. Et là, aujourd'hui, Xi Jinping a dit, bon, nous, on peut faire un embargo sur les semi-conducteurs. Mais exactement. Mais exactement. Donc, on est en train, si vous voulez, cette perpétuelle, comment dirais-je, je ne sais pas comment on peut dire ça, enfin, cette façon perpétuelle de concevoir, tout en parlant de droits de l'homme, de démocratie, etc., de concevoir les relations internationales comme un jeu à somme nulle, dans les roues, quoi. Comme toujours un jeu très agressif, très offensif, qui vise la destruction des concurrents, des adversaires. C'est-à-dire, en fait, on les transforme. Évidemment qu'on a des concurrents, des compétiteurs, des adversaires, c'est la nature du monde. Mais ce ne sont pas forcément des ennemis. En fait, tout est toujours fait comme si c'était... vous êtes avec eux ou vous êtes contre eux, et donc contre nous ou vous êtes avec nous. Et donc, on est toujours dans une radicalisation des postures, mais nous sommes à l'origine de cela. Et face à ça, vous avez de plus en plus... les Chinois en tête et tous les autres autour, une partie du monde qui dit « mais ça ne nous intéresse pas, en fait ». Et pas une petite partie du monde. Une énorme partie du monde, parce que l'Ouest collectif, comme l'appellent les Russes, c'est 1,3 milliard de personnes, en comptant large, hein, sur 8 milliards. Voilà, donc quand même, on devrait se poser des questions. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Et alors, en tant que Français... cette question-là est fondamentale. Qu'est-ce que ça nous rapporte de suivre ce train fou, de continuer à... Qu'est-ce qu'on veut? On veut que la sécurité européenne est en miettes, on veut que ça continue, on veut que ce soit de plus en plus grave, on veut prendre le train otanien pour maintenant aller attaquer la Chine, à Taïwan. Enfin, c'est quoi l'idée, en fait? Quelle est l'idée? Justement, on a le sentiment, je recevais Alain Juillet il y a quelque temps et je lui posais la question... on parlait de l'énergie notamment et il m'expliquait que les Verts allemands avaient fait pression sur l'économie et sur la France pour démanteler peu à peu les centrales nucléaires. Bon, j'entends ce qui est sans doute vrai, mais les dirigeants français, s'ils l'ont accepté, c'est pas pour uniquement des compromis politiques avec les Verts. Il y a un moment, on se dit, mais pour qui travaillent nos élites ?
Mais je ne sais même pas si elle travaille forcément pour d'autres. Je pense qu'il y a une totale renoncement à ce que peut être l'intérêt national, à ce que peut être l'intérêt d'une nation. C'est-à-dire c'est l'idée même de nation qui est en panne. Non, le problème, c'est l'évolution européenne, c'est la défausse des élites européennes sur la technostructure européenne. C'est cette idée qu'à la fin, l'Europe, ça doit devenir un grand super-État. C'est comme la défense européenne, c'est comme l'armée européenne, c'est comme la souveraineté européenne. Tout ça, c'est bien gentil, mais ça n'a pas le début de commencement. Tout ça, c'est le vocabulaire de Macron. Voilà, mais ça n'a pas le début de commencement d'une réalité. Donc, on vend ça au peuple pour leur dire, écoutez, laissez-vous dissoudre, parce qu'à la fin, vous allez voir comme ça va être formidable, on va être tous ensemble et tellement forts. Mais la réalité n'est pas celle-là. La réalité, c'est une vassalisation croissante, consentie, méthodique, à laquelle nos gouvernants, ici, dans ce pays, comme dans d'autres, finalement, se laissent prendre et ils sont les instruments de cela. Mais quand on voit le déclin progressif des États-Unis, est-ce qu'on ne peut pas se dire, finalement, le patron, j'allais dire, sera plus faible et ce serait l'occasion pour l'Europe de s'émanciper enfin ? Ah, mais moi, je pense que, oui, moi, je pense qu'on doit... Mais que ce soit avec un Trump ou avec un Biden, etc., le fait qu'il y ait maintenant, en fait, il y a de nouveau deux grands pôles, mais en dessous, toutes les clientèles sont éclatées et sont beaucoup moins, comment dirais-je, dociles, parce qu'elles ont des intérêts divers et qu'elles ne peuvent plus être alignées dans un tel contrôle, si vous voulez, de ce qu'elles font. C'est une chance extraordinaire. Donc on devrait, au lieu de taper sur les Nations Unies après les avoir aimablement bien détruites à partir de 1990-91, on devrait essayer de rétablir tous ces mécanismes, on devrait essayer de remettre en place, au lieu de dire que le Conseil de sécurité ne sert à rien, mais il ne sert à rien parce qu'évidemment il ne nous obéit plus. Évidemment. Maintenant il y a la Chine et la Russie qui n'obéissent pas. Voilà. Bon. Et qui sont assez fortes pour se le permettre. Bien sûr. Donc, mais le monde est un équilibre. Donc en fait le vrai problème, c'est... L'ONU, c'était bien jusqu'à ce que ça soit l'OTAN, quoi. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que oui, dans les années 90, ça a commencé à tomber parce que ça ne servait plus les intérêts anglo-saxons, qui étaient ceux des vainqueurs de la guerre froide, qui avaient bien l'intention, justement, de l'emporter, de la fameuse fin de l'histoire, c'est-à-dire de devenir et de rester hégémonique. Mais on n'a pas vu du tout sous le radar, progressivement, émerger la Chine. Je pense qu'on n'a pas vu émerger du tout dans les proportions qu'on voit aujourd'hui. Quant à la Russie, on a cru qu'on l'avait abattue et bien définitivement écrasé dans les années 90, et depuis 20 ans, eh ben non, c'est un démenti considérable, et c'est un démenti qui fait des émules. Moi, je pense que tout a commencé quand la Russie s'est engagée en Syrie. Voilà. Là, je pense qu'il y a eu une prise de conscience de plein de gens, parce que l'opération a réussi, c'est une petite opération, petit déploiement, pas cher, truc bon. Sauf que ça a mis en panne le projet occidental en Syrie, qui était le démantèlement, qui était l'islamisme, qui était la Libye, quoi. Voilà, qui était... Bon, donc là, et qui était surtout de casser la souveraineté syrienne. Or, on en est où aujourd'hui? On en est à quelques centaines de soldats américains qui sont encore là, qui cherchent à maintenir leur présence, mais qui sont en train gentiment d'être dégagés de cette zone aussi. Cette zone où ils faisaient la loi, quand même, depuis des décennies au Moyen-Orient. Comment vous voyez les mois qui viennent autour de ce conflit ukrainien, notamment? Est-ce qu'on va avoir une opération concentrée sur un territoire, comme vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure? Est-ce qu'au contraire, l'Ukraine va reculer? Comment vous voyez les choses? Moi, je pense que militairement... je pense de toute façon que tout ce qui est... Il n'y aura pas de pourparlers tant que les Ukrainiens, et donc ceux qui les actionnent, donc les États-Unis, ne comprennent pas qu'ils ont intérêt à arrêter les frais. Et ce jour-là, vous verrez,
les narratifs médiatiques vont changer. On nous expliquera que grâce à nous, l'Ukraine est sauvée, puisque la Russie voulait l'envahir en totalité, n'est-ce pas? Et qu'elle n'a perdu que donc elle n'a perdu qu'un petit bout. Mais oui, mais ça va se passer comme ça. Ça va se passer comme ça. Et donc, on nous expliquera que finalement, grâce à l'Occident, on a mis un point d'arrêt à l'offensive russe qui allait atteindre l'Europe, dévorer. Et on a épargné beaucoup de vies civiles. Voilà. Donc ça, ce sera quand on va se rendre compte que c'est perdu. Pour l'instant, on veut probablement avoir encore pas un baroud d'honneur, mais essayer une dernière fois. Un d'honneur, peut-être. Oui, mais ça, je pense que Bakhmout, c'est quand même mal parti. Mais Zaporožie, oui, affaiblir la Russie par rapport finalement à l'approvisionnement et au lien avec la Crimée en tapant du côté de Zaporožie, c'est une option intelligente. Après, il va y avoir la question d'Odessa. Parce que les Russes vont vouloir prendre Odessa. Poutine a dit certaines choses là-dessus. En même temps, ça veut dire que l'Ukraine n'a plus d'accès à la mer. Est-ce que les Américains le toléreront? Donc, je pense qu'Odessa, voilà, je ne suis pas négociateur, mais enfin, moi, je verrais bien Odessa neutre, vous voyez. Voilà, ce ne serait pas une mauvaise idée, je pense. Je pense que les Russes vont continuer leur guerre d'attrition, donc qui est très lente et qui donc, dont on explique qu'elle est inefficace, qu'elle est ci, qu'elle est ça. Ouais, mais ils n'ont pas de mort. Ils n'ont pas de mort. Quasiment pas de mort, contrairement à ce qu'on raconte. Donc eux, ils préservent leur force. Et ils se mettent à la hauteur de leur capacité industrielle de production dans le cadre de l'économie de guerre. Ni plus ni moins. Donc ils se mettent en situation de durée. Parce qu'ils se disent, de l'autre côté, l'OTAN va faire durer. Voilà. Donc après, une fois qu'on arrive à ce point, entre guillemets, bon, est-ce que ce sera avec ou sans Zelensky? Bon, ça, c'est un vrai sujet aussi. Est-ce qu'on ne va pas trouver quelqu'un d'autre pour... qui collera mieux aux objectifs? Oui, aux objectifs occidentaux du moment. Bien sûr. Voilà, moi je pense que malheureusement on est allé extrêmement loin dans l'escalade côté occidental pour ne pas perdre la face, et la Russie maintenant a pris le mort aux dents. Donc non seulement je pense qu'ils vont conserver le Donbass et la Crimée, mais ils vont certainement aller au-delà pour pouvoir éventuellement après reculer et faire quelques concessions. Mais derrière tout ça, la typiquement question... Odessa. Oui, Odessa, ou même une bande qui serait une zone tampon. C'est l'intérêt de l'Ukraine et sa sécurité, c'est qu'elle soit tampon. Bien sûr. Bon, à partir du moment où on n'en fait plus un tampon, il faut qu'il y ait un petit bout, ils sont un tampon. De toute façon, il va falloir un tampon. Bon. Ou alors c'est, comme dit Trump, c'est Armageddon. C'est la fin des haricots pour tout le monde. C'est quand même peut-être un tout petit peu too much, quoi. Bon. Donc, il faut après rétablir et restructurer la sécurité européenne avec des accords, d'équilibre, des forces et donc nécessairement des vulnérabilités. C'était ça. La sécurité, elle était indivisible au terme des diverses chartes des années 90 et des accords des années 90. C'était vous n'augmentez pas votre sécurité à nos dépens. Voilà. Tout ça a commencé à être mis en pièces avec les affaires de boucliers antimissiles qui ont fait que les défenses russes n'était plus aussi opérationnel, si vous voulez, à partir du moment où il y a un bouclier antimissile. Bien sûr. Voilà. Donc les Russes maintenant ont pris l'avantage technologique dans certaines catégories d'armement, typiquement les hypersoniques, etc. Les Américains, ils essaient de... Là, ils ont lancé encore un grand plan de réarmement. Mais avec une économie qui va mal. Avec une économie qui va mal, avec une société qui va aussi assez mal. Et bon, enfin, moi, je ne crois pas non plus que l'Empire va mourir, si vous voulez. Je pense que simplement, il n'est plus tout seul sur la planète. Voilà, et il suffirait de trouver des moyens d'être ensemble. Alors là, je passais pour une colombe complètement naïve et stupide, mais je pense que, voilà, il ne s'agit pas d'annihiler l'autre, forcément. Il a aussi le droit de vivre. Voilà. Et l'Europe aurait toute sa place à prendre, et la France aurait certainement toute sa place à prendre, parce que nous devons être, par essence, par nature, par vocation et par intérêt, nous devons être non alignés. Nous n'avons pas à nous aligner sur quiconque. Voilà, on peut avoir des dépendances, des trucs, des uns par rapport aux autres, mais
on n'est pas des esclaves. Eh bien, on n'y est pas. Non, on n'y est pas. Non, mais il y a du boulot, c'est sûr. Je vous remercie infiniment, Caroline Galacteros, d'être venue jusqu'à nous encore une fois. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, je compte sur vous pour commenter cette émission, éventuellement poser des questions, faire des suggestions. Je réponds toujours à vos commentaires. N'oubliez pas non plus de cliquer sur le pouce en l'air. Ça améliore l'algorithme. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. En attendant, portez-vous bien.